Bonsoir à tous. Alors en cette année 2021, je voulais vous souhaiter de ne pas, comment dire, de ne pas trouver le bonheur, mais de le garder, comme disait Nietzsche. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer la citation. Je pense qu'elle fait son effet. Je pense qu'elle a du sens en elle-même. Donc voilà. Donc ce soir, je voulais parler de plusieurs choses, du lien entre les mœurs sexuelles, les pratiques sexuelles, l'application sociétale des règles morales de la sexualité dans notre société et aussi du colonialisme. Je pense que vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut mettre en relation ces trois notions. Donc je pars sur de l'improvisation pendant une heure. Enfin, pendant une heure, non, pas pendant une heure, mais jusqu'au moment où je pense que je n'aurai plus rien à dire de, selon moi, édifiant. Donc voilà, c'est un peu un principe de penser à partir de peu. Donc voilà, j'espère que vous ne serez pas trop saoulés des fois par les pauses ou par les pertes de mots, parce que j'ai pas les aptitudes, je suis pas performant au point d'avoir comment dire, toutes les expressions, tous les éléments de langage et la précision pour pouvoir partager ma pensée de manière la plus limpide qui soit. Donc récemment, je réfléchissais sur finalement la libéralisation, ou plutôt la liberté de la pratique des sexualités déviantes. Et quand je dis déviante, quand j'utilise ce terme, c'est vraiment pas... il faut vraiment pas le prendre dans un sens connoté. C'est tout simplement, on est déviant en général par rapport à une moyenne. Et on va dire que la majorité des personnes occidentales sont entre guillemets hétérosexuels, ou plutôt ont des pratiques hétérosexuelles régulières. Et on va dire dans les lieux communs qui sortent généralement, on entend que l'homosexualité qui est la pratique, ou plutôt ou au choix, la pratique ou l'orientation sexuelle qui est, on va dire, la plus répandue, euh, en tout cas de ce que l'on sait officiellement, derrière l'hétérosexualité, donc a été perçue dans les siècles passés comme étant une abomination et ceux qui pratiquaient donc ces actes ou avaient ces attirances envers des personnes du même sexe étaient victimes donc de persécutions. C'est un peu les liens communs, les lieux communs qu'on entend un peu. Je pense que c'est assez discutable. Je pense que en fonction, en tout cas pour l'Europe, je vais prendre de l'Europe vu que je parle d'où est-ce que je parle de la France. Et je pense en effet que euh, dans la common decency, comme il y en a qui appellent ça, donc le bon sens général du peuple, euh, donc dans ce bon sens, je, je pense que généralement le peuple français n'avait pas une bonne vision de tout ce qui était hétérodoxe d'un point de vue sexuel. Euh, mais néanmoins était différent des différents peuples en Europe. Donc en gros, en substance, ce que je veux dire, c'est que le traitement qui était infligé à l'endroit des homosexuels en France n'était pas le même qu'en Angleterre, ainsi de suite. Le traitement déjà des homosexuels différait selon les classes sociales.
Je pense que, et c'est pour ça que quand j'ai utilisé le terme de common decency, c'était par sarcasme, parce que c'est un concept assez intéressant, mais qui selon moi est encore euh, trop inexact. Donc bon, après ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Ce sera peut-être un sujet pour une prochaine fois. Et donc ce que je veux dire, c'est que il y avait une différence de traitement. Enfin, non, c'est pas que je pense, c'est que c'était le cas dans les classes élevées, donc la classe élevée, donc la bourgeoisie, la noblesse, ces, ces- ces- ces classes particulières, privilégiées, avaient une ouverture d'esprit qui était assez proche de la lassitude vis-à-vis des décrets divins. Il y avait un espèce de cynisme, un espèce de sarcasme dans, dans finalement la relation qu'ils avaient avec le divin, et ça s'est illustré finalement à l'époque des Lumières, donc au XVIIIe siècle, et puis dans les siècles suivants. Et du coup, ça a permis quand même pour les personnes qui avaient des attirances ou oui, des attirances pour les personnes du même sexe, de pouvoir avoir un certain répit qu'ils n'auraient pas eu dans les siècles précédents. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que donc l'homosexualité, généralement, même en France, a été vue comme quelque chose de difficilement souhaitable à grande échelle. Et quand je dis, j'emploie le terme, l'expression, l'élément de langage à grande échelle, je fais référence à ce que l'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a 70 ans, si on leur avait dit à nos aïeux, enfin si nos aïeux étaient au courant que 70 ans après le moment où on leur annonçait euh, que le mariage homosexuel ou que finalement les, les orientations hétérodoxes euh, différentes à la moyenne seraient assez adoubées par la société, ou en tout cas par une partie dominante de la société, c'est-à-dire les élites, euh, donc, et ainsi que leurs relais tels que les médias. Je pense qu'ils n'auraient sans doute pas cru cela applicable. Et pourtant aujourd'hui c'est le cas. Alors finalement, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de s'accommoder donc d'une orientation sexuelle qui, il y a 70 ans, aurait été, comment dire, connotée à de la honte, à de la perversion, à quelque chose de ne pas souhaitable. Finalement, aujourd'hui, à quelque chose qui s'est installé dans l'air du temps et qui se résume par des espèces de poncifs tels que il faut vivre avec son temps. Parce que qu'on se le dise, finalement la masse qui aujourd'hui n'a plus de problème avec cela, qui résume la situation avec le genre d'expression telle que bon bah ils ne font du mal à personne, auraient été sans doute les mêmes personnes qui auraient participé aux humiliations sans doute quotidiennes. Il n'y a pas de grosses, de grandes ou de petites humiliations, il n'y a que des humiliations. Et si vous voulez, c'est un peu la même chose avec la question du racisme. Aujourd'hui, euh, bah, c'est une évidence que être raciste, c'est faire partie du côté des méchants. Et, euh, et pourtant, je pense qu'il y a 70 ans, la majorité
des Européens, des Occidentaux, des Français n'auraient pas eu de problème à exprimer ouvertement leur racisme. Donc ça me fait m'interroger sur les motivations qui poussent les gens à finalement à aller dans le sens de l'histoire. Est-ce que les personnes réellement changent euh, leurs idées personnelles par, comment dire, par grandeur d'âme, par introspection intellectuelle ou parce que finalement il y a une espèce de pression temporelle qui finalement te sort de l'histoire si tu n'adhères pas au sens de l'histoire qui est donc euh, d'accepter un changement sociétal de perception sur des individus, un groupe d'individus, une communauté, dans le but de imputer à l'humanité, aux Occidentaux, euh, une grandeur d'âme qui n'était pas jusque-là. C'est un peu une promotion d'humanité, une promotion que les Occidentaux s'imputent à eux-mêmes. Ça encore, c'est le fruit de la mégalomanie occidentale. Concernant l'homosexualité, il y a eu aussi la question médicale, la question pathologique liée à cette pratique ou cette orientation sexuelle. Et je pense que ce serait intéressant aussi de faire une généalogie de la compréhension qu'ont eu les scientifiques, les personnes issues du domaine médical, euh, faire tout simplement une généalogie afin de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé, comprendre en somme, à considérer que c'était une pratique normale au même titre que l'hétérosexualité. Je reviens sur la question des orientations sexuelles. Personnellement, je pense que la vision que nous avons de la sexualité et de ses pratiques est assez récente. J'ai tendance à questionner fortement les éléments de langage que nous employons, tels que l'orientation sexuelle, parce que je pense que c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Quand on étudie des civilisations annexes à celles de la civilisation européenne, il y a des pratiques telles que la pédérastie, la pédophilie, ainsi que l'homosexualité, qui étaient assez répandues. Euh, et du coup, bon, bah, je les énumère là, mais on y reviendra après. C'était simplement pour dire que je pense qu'avant, il n'existait que les pratiques et non pas une orientation sexuelle que les individus attribuaient à un espèce de rythme régulier dans le temps de pratique avec une personne enfin, d'un sexe différent du sien. Je pense que c'était tout simplement, ils avaient une vision assez sommaire des choses, de la sexualité, où bah, pour procréer, donc on choisissait un individu du sexe opposé au sien et finalement ce qui appartenait à l'ordre du pulsionnel euh, était, était comment dire, en fait si vous voulez, il y avait libre choix quoi. On se mariait, on faisait des enfants et puis tout ce qui était de l'ordre du pulsionnel c'était en bonus donc il y avait possibilité de pouvoir avoir des pratiques homosexuelles sadomasochistes, même zoophiles ou autres. En tout cas, c'est mon point de vue sur ces questions-là, sur cette question-là plutôt. Donc oui, je pense que ce serait intéressant donc de faire une généalogie
euh, du développement, de la recherche médicale et psychologique, et plutôt en psychologie, pardon, afin de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'homosexualité est vue comme euh, tout simplement comme quelque chose de normal, euh, au même titre que l'hétérosexualité. Euh, et ça m'amène à me poser des questions, notamment sur d'autres choses. Euh, je me pose la question de savoir si, donc, le fait qu'aujourd'hui ce soit normal, ça se soit démocratisé, euh, s'il y a possibilité que ça en soit, qu'il en soit de même avec la pédérastie, la pédophilie ou voire même l'inceste. J'aurais pu citer aussi la zoophilie, mais la zoophilie c'est un cas à part. Et du coup, je pense que ce sera intéressant de s'y intéresser. Euh, donc dans le premier cas, il y a la pédophilie. Dans la pédophilie, je vais garder pour la suite. La pédérastie. Donc la pédérastie, c'était une pratique qui était en vogue dans la Grèce antique, notamment à Athènes. Ils avaient une vision assez sensuelle et désirable d'avoir des relations sexuelles, des relations amoureuses en tout cas c'était donc des hommes en général matures, mûrs, donc on va dire de la quarantaine, et ils trouvaient ça extrêmement savoureux d'avoir des relations sexuelles, une histoire d'amour, une relation charnelle avec des jeunes hommes, donc des jeunes hommes. Donc ça pouvait aller en général entre la préadolescence et l'adolescence. Et aujourd'hui, avec le logiciel encore judéo-chrétien qui perdure toujours, on est dans une société qui est agnostico-athée, mais c'est un agnosticisme ou un athéisme chrétien. Je pense que la pédérastie, si on devait faire un espèce de référendum, serait absolument pas souhaitable. Et si on voulait en comprendre les raisons, il faudrait retourner, comme je le disais, finalement à ce logiciel chrétien qui perdure encore dans les valeurs même des personnes qui se revendiquent comme étant progressistes. Je pense que ceux qui ont compris ou qui souhaitent se débarrasser complètement du logiciel qui perdure judéo-chrétien n'ont pas de problème avec la logique qui permettrait donc à la pédérastie, la pédophilie ou l'inceste de voir le jour et d'être démocratisé dans l'opinion publique générale. En tout cas, parce que je ne dis pas que l'opinion publique générale est friande de la démocratisation, par exemple, de l'homosexualité. Mais en tout cas, euh, de la même façon que ça l'est avec le racisme, il n'y a pas comment dire, d'exprimation ouverte de, de, de- d'une éventuelle aversion vis-à-vis de cette orientation ou de ces pratiques sexuelles. Pourtant, je pense que donc la pédérastie aurait sa place. Je dis bien aurait sa place, et quand je dis ça, je ne fais absolument pas l'apologie de la pédérastie. Euh, je suis défavorable à cela. Mais dans la logique libérale et libertaire et progressiste de la société libérale, selon moi, il est possible qu'à l'avenir, la pédérastie soit autorisée et non plus mal vue. Donc par tolérance, par ouverture d'esprit, par toutes ces notions, ces éléments de langage incantatoires qui font de chacun
des citoyens plus tolérants, plus ouverts, euh, plus progressistes, donc d'une valeur plus grande que ceux qui ne le sont pas. Je pense donc que ce serait un avenir possible. Euh, et c'est exactement la même chose c'est exactement la même logique avec la pédophilie. Je pense qu'il y aurait possibilité qu'un jour, un enfant avec un logos, avec un verbe assez puissant, euh, use du mimétisme qui est propre aux enfants et donc userait des mêmes procédés que les théoriciens féministes afin de légitimer une liberté d'action, euh, comment dire, une autogestion, une sorte d'émancipation vis-à-vis des parents qui trop longtemps dans la cellule familiale ont été dominants et donc cet enfant théoricien précoce expliquerait que aujourd'hui ce n'est plus possible et que les enfants aujourd'hui peuvent jouir au même titre que les adultes car c'est comment dire, par construction sociale reposant sur des constructions sociales de plusieurs civilisations qui se superposent, que les enfants se sont vus refuser le droit d'agir comme des adultes. Euh, et donc s'en suivrait un certain nombre on va dire ouais, un certain nombre de listes, donc d'énumération de choses que les enfants auraient le droit de faire au même titre que les parents. Et à ça, donc, s'agrégerait la possibilité de pouvoir avoir des relations sexuelles avec des enfants, car il y aurait aussi donc la théorisation donc, du consentement des enfants, etc., etc. Je pense que ça, c'est un avenir aussi probable, et donc ça pourrait très bien être démocratisé, car, bah, comme je l'ai dit précédemment, la common decency, selon moi, n'existe pas vis-à-vis du peuple, à l'endroit du peuple. Je pense que c'est quelque chose de... C'est un concept qui est noble, mais, mais je pense que le peuple, les masses en général, n'en sont pas à la hauteur. Alors me vient en tête après l'inceste, la question de l'inceste. Donc l'inceste, encore une fois, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier que donc toutes ces notions, on va dire, ces déviances, on va dire, ces orientations sexuelles, parce que, petite parenthèse encore, je pense que sexuellement, en termes de pulsions, sur la question de la nature des pulsions sexuelles, je pense qu'il n'y a aucune différence entre la pulsion qu'éprouve un homosexuel, un hétéro, une personne qui est attirée par les enfants, donc un pédocriminel ou un pédophile, ou une personne qui est attirée vers un membre de sa famille, de la cellule familiale, ou encore une personne qui serait attirée par une chèvre. Je pense qu'il n'y a pas de différence euh, au niveau de la question, enfin au niveau de la nature. Je pense que c'est exactement la même chose, mais qu'ensuite la société hiérarchise, bannit certaines orientations, incrimine les personnes qui auraient certaines pulsions, ou qui plutôt pas auraient certaines pulsions, mais qui mettraient en pratique ces pulsions. Et donc sur la question de l'inceste, je pense que c'est quelque chose, en général quand on parle d'inceste, c'est très connoté. On considère qu'il y a forcément viol. Et pourtant, il y a bon nombre, à mon avis, ça encore c'est de la spéculation, mais je pense pas être si loin de la vérité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, donc
beaucoup de membres de famille, mais on ne saura jamais vraiment les chiffres parce qu'aujourd'hui c'est quand même avec la pédophilie, je pense, le tabou ultime, et c'est très difficile de faire des sondages afin de savoir combien de personnes ont eu des relations incestueuses consentantes. Eh oui, parce que comme je vous l'ai dit, on a une oreille qui connote beaucoup trop en fait ce genre de termes, hein. Et donc l'inceste, beaucoup de personnes auraient envie, en tout cas dans la logique encore de cette société libertaire où entre guillemets on peut jouir à partir du moment où c'est d'un commun accord, il y a consentement. Beaucoup de personnes, à mon avis aujourd'hui, se sentent opprimées, se sentent encore trop marginalisées, euh, car elles se sentent prisonnières, elles ne peuvent pas exprimer pleinement leur désir vis-à-vis de peut-être leur frère, leur mère, leur sœur, peu importe. Et donc là encore, il y a la possibilité d'un, d'un avenir proche, un avenir proche qui démocratiserait encore une fois, euh, ce n'est pas une orientation sexuelle, mais en tout cas démocratiserait euh, l'application de cette pulsion. Après, je voulais aussi parler brièvement de la polygamie, et c'est là où je vais introduire la relation entre les mœurs étrangères, les mœurs qui sont vues dans notre société comme étant des choses qui ne sont pas souhaitables, car encore une fois connotées, et la question de la polygamie. Alors encore une fois, personnellement, moi je ne suis pas favorable à ça. Je dis bien favorable, hein. Je dis pas que je suis contre, je dis défavorable. Je dis, je tiens à ce terme. Et donc la polygamie, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est connoté, comme je l'ai dit. On considère que euh, c'est rétrograde comme pratique. Et par colonialisme, parce que cette idée ce, ce, ce colonialisme, c'est un espèce de virus dont on n'arrive pas à se défaire. Nous considérons que c'est rétrograde parce que, en gros, on a la vision un peu primaire, cliché, d'une polygamie qui se ferait sans le consentement des femmes. Et ça encore, c'est une des conséquences et ça fait partie de l'hypocrisie en fait occidentale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense qu'on tient encore à nos mensonges d'une période où on assumait beaucoup plus le colonialisme, c'est-à-dire que on a considéré la pratique telle que la polygamie comme étant rétrograde, avilissante pour les femmes, et en gros considérer que il y aurait possibilité qu'il y aurait consentement des femmes dans cette pratique, ce serait faire entre guillemets un espèce de retour en arrière. Et quand je dis retour en arrière, c'est pas un retour en arrière dans l'application d'un esprit colonialiste pardon, assumé. Ce serait plutôt en gros faire machine arrière pour se dire mais finalement on a eu tort aussi de considérer que cette pratique c'était rétrograde. Finalement c'est juste une application de la vie de famille alternative. Et je pense que ce serait faire entre guillemets un retour entre guillemets en arrière pour beaucoup. Et c'est vrai qu'en soi, techniquement, il n'y a rien qui devrait, qui devrait interdire, encore une fois, dans la logique libérale, une famille, ou plutôt un père de famille, une femme,
d'avoir dans la famille une deuxième femme, en fait, qui serait donc l'épouse d'un homme. Je pense que c'est, encore une fois, hypocrite parce que il y a des motifs qui ne disent pas leur nom. Je pense que s'il y avait l'application légale de la polygamie en France, il y aurait une polygamie entre guillemets occidentale à la française, où en gros la polygamie ce serait il y aurait un format où la femme aurait deux maris, histoire de dire oui, vous voyez, le format amélioré, toujours qui vient de l'Occident, c'est un format où la femme, elle, peut avoir deux maris. Donc voilà, c'est assez amusant et je pense que c'est un, c'est un avenir encore sans doute probable. Et là encore, je pense que ce qui est aussi assez cocasse, c'est que les Occidentaux, les Européens, les Français, ceux qui ont une affection particulière vis-à-vis du progrès, vis-à-vis des luttes, vis-à-vis des minorités, des opprimés, euh, sont encore dans une logique, mais forcément c'est des socialistes, c'est en général des personnes de gauche, euh, et finalement souvent les socialistes ont, enfin les progressistes entre guillemets, je pense qu'ils ont dans l'activisme, ils ont une certaine ferveur chrétienne de, 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 de vouloir finalement protéger les plus démunis, les plus démunis les opprimés, etc. C'est quelque chose de très chrétien. Dans leur action, euh, on voit qu'il y a une certaine filiation idéologique. Et ce que je voulais dire par là, c'est que quand on discute avec ces personnes de ces éventualités, de ces pratiques, de ces orientations, de ces pulsions qui pourraient s'exprimer dans cette société libérale, ont souvent une certaine réaction, non pas violente, mais pleine d'énergie, euh, parce qu'elles considèrent que ce n'est pas souhaitable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles oublient complètement la logique libérale, la logique euh, tout simplement qu'ils prônent en général en défendant, par exemple en légitimant, à tort ou à raison d'ailleurs, euh, la pratique de l'homosexualité, le mariage homosexuel, par des poncifs assez finalement primaires, sommaires, tels que ben, ils ne font rien de mal, ils ne font de mal à personne, ils sont consentants, on ne choisit pas qui on aime, etc. Je pense que dans la logique, il faudrait étendre cette logique à toutes les pulsions, entre guillemets, qui permettent euh, de s'exprimer sexuellement tout en ayant, comment dire, tout en ayant euh, le consentement de l'autre. Et donc cela inclut donc la pédérastie, donc l'inceste et possiblement la pédophilie. Et encore une fois, je ne fais pas l'apologie, j'essaye juste de me projeter dans le futur euh, tout en gardant en tête la logique finalement libérale et libérale pour ceux qui sont dans le camp du progrès et libertaire pour ceux qui sont dans le camp euh, du progrès sociétal, en tout cas du combat vis-à-vis des opprimés et des minorités. Donc voilà. Bon bah voilà, ça fait 35 minutes environ, 34 minutes. Donc c'était des divagations improvisées.
Donc voilà, bon bah à bientôt.